suis Ricardo, je suis l'administrateur du groupe Fétiche Social Strasbourg, qui est un groupe fétiche. Donc, cuir, latex, sportswear, cuir, BDM, tout ce que vous voulez, en fait, donc c'est très ouvert. Voilà, qui organise des rencontres sociales, mais pas que. Tous les 2 mois, aux départ à Strasbourg, qui nous accueille. Ce groupe existe depuis 2016. De 2016 à 2020, le Covid, c'était repris en 2023. Donc on fait nos 4-5 ans. Voilà, donc on organise des rencontres sociales. Voilà. Alors, le fétiche, c'est pas que ça. C'est-à-dire qu'on est convaincu que le fétiche, c'est aussi de l'art, de la culture et surtout une histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas une génération spontanée qui se fait là maintenant. On s'inscrit tous dans une histoire, qu'on en soit conscient ou pas. Donc, on trouvait que c'était important de ramener aussi cet aspect-là, en particulier par Tomo Finlande, qui est probablement le marqueur de qui est communauté. Alors, quand on pense à Tomo Finlande, c'est cuir, gay, fétiche et sexe. Clairement, sexualité. C'est principalement ça, mais pas que. Son travail, son influence, depuis les années 60, 70, a largement dépassé ce cloisonnement fétiche, cuir et gay. Donc c'est ce qu'on va voir pendant cette conférence, ce qu'on va essayer de proposer. Globalement, je dirais, à travers le passé, le présent et le futur. Donc, il y aura 4 intervenants. On va commencer par Philippe Olivier, qui va aborder pendant 30 minutes tout l'aspect sociologique de Tomo Finlande, en Finlande et aux États-Unis. Il a eu la même vie, mais voilà, il y a eu une partie en Finlande avec un contexte qui est très particulier, puis les États-Unis. Donc ça, ce sera Philippe Olivier, donc c'est plus sur le passé, pas sur l'histoire, mais avec des liens avec le présent. Donc, je crois que c'est complètement transversal. Ensuite, il y aura l'intervention de 2 artistes qui vont parler de leur travail, donc au présent, de leur travail, en lien évidemment avec d'autres. Donc, il y aura dans un premier temps Paul Fraser. Je suis pas trop Paul Fraser pendant 30 minutes. Ensuite, il y aura une pause de 15 minutes. Donc là, on va être aux alentours de 15h15, hein, donc une pause de 15 minutes. Et ensuite, Logan, donc le 2e artiste. Et c'est intéressant parce que c'est 2 artistes de générations différentes, mais qui ont un lien commun, qui est donc Tomo Finlande. Donc on verra comme ça comment ils abordent les choses, l'influence, etc. Et on terminera à 16h avec le 4e intervenant, donc Doc Denner, qui est le cofondateur, qui a été l'ami de Tomo Finlande, le cofondateur et le directeur de la Dove Foundation à Los Angeles. Donc on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de problème de connexion. Et donc il interviendra pendant 30 minutes, et là pour parler de l'héritage de Tomo Finlande, du présent et sur l'avenir aussi. Une chose importante, donc vous remercier d'Ordener, parce que vraiment, ça s'est fait vraiment très spontanément grâce à Paul, mais voilà, il n'y a pas eu une hésitation. Donc pour le remercier, Paul organise une tombola avec 2 dessins à gagner qui se trouvent sur la table derrière vous, là, à droite, une valeur de 600 € chacun. Donc il y a une tombola, donc tous les bénéfices seront reversés à la Top Foundation. Voilà, c'est important de soutenir aussi les associations, les groupes, les institutions. Je pense que ça coûte de source, mais non, il y a vraiment un gros investissement. Donc voilà, les dessins. Donc c'est 5 € le ticket. À partir de 2 tickets achetés, si vous êtes tiré au sort, vous gagnerez les 2 dessins. Un ticket à dessin, celui-là, et avec 2 tickets ou plus, il y aura le bonus de 2e dessin. Voilà.
Et puis autre chose aussi, donc cette conférence elle est gratuite, entrée libre. Pour les frais de location de la salle, vous avez, c'est un bougeoir, une bordelle, vous avez autre chose là. Si vous voulez mettre quelque chose, voilà, vous pouvez. La location de la salle, c'est 62 €. Si on arrive à 62, c'est bien, sinon, pas grave. Et s'il y a plus, ce sera automatiquement reversé à la Top Foundation. Donc il n'y a pas de bénéfice pour nous, hein, c'est que du bénévolat. Voilà. Et puis, troisième chose aussi, donc cette conférence, elle a été possible grâce à Philippe Olivier, donc Logan, Paul, d'Ordener, et puis on a aussi Baptiste Schneller, le vice-président de l'Université de Strasbourg, qui n'a pas pu être là, mais qui soutient fortement cette initiative. Voilà. Avec peut-être un projet de conférence beaucoup plus structuré, parce que là, ça s'est fait un peu à l'arrache, hein, comme il y a quelques mois, mais voilà, c'était très spontané. Mais du coup, l'Université de Strasbourg serait intéressée, donc il y aurait, alors avec beaucoup de bémols, c'est vraiment encore l'idée, c'est pourquoi pas quelque chose de beaucoup plus structuré sur le fond, sur la forme, 2024-2025, à suivre. Voilà. On va passer la parole maintenant à Philippe Olivier, premier intervenant. Merci à Philippe pour son invitation et pour ses mots. Merci également à Bernard Holtz, que je ne vois pas, mais je tiens et nous tenons à remercier Bernard Holtz pour nous avoir prêté un certain nombre de photos qu'il a réalisées lors de ses jours aux États-Unis il y a 20-30 ans. Et certaines de ces photos illustreront le propos d'aujourd'hui. Avant de commencer, il y a quelques minutes, Logan me disait qu'il ressent une certaine forme d'émotion à s'exprimer en public, et cette émotion aussi est particulière dans la mesure où Logan parlera d'un sujet qui est lui-même, c'est-à-dire qu'il va en quelque sorte t'auto-représenter dans la présentation de tes œuvres et dans la présentation de ton travail. Et c'est sûr que c'est une situation un petit peu particulière. Alors, je te soutiens d'autant plus dans cette préoccupation que moi-même, aujourd'hui, je sais bien que je vais parler de Tom of Finland, mais en parlant de Tom of Finland, comme chacun d'entre nous, je parle aussi peut-être un peu, quelque part, de moi-même, hein, ce qui est normal. Et par voie de conséquence, comme j'ai l'habitude de donner des conférences sur des historiens, sur des artistes, sur des penseurs qui sont morts depuis plus ou moins longtemps, je me trouve aujourd'hui, grâce à notre rencontre, dans un cadre évidemment tout à fait particulier. Alors, le hasard fait bien les choses, puisque il y a quelques semaines, j'étais à Helsinki, la capitale de la Finlande, pour participer à un colloque à l'université de cette ville. Et j'étais très content d'être là, en particulier à cause de TOF, mais j'étais aussi très triste d'avoir manqué la possibilité de visiter la grande exposition Tom of Finland qui a eu lieu cette année au musée d'art contemporain d'Helsinki, exposition qui a attiré 180 000 visiteurs, et exposition qui a aussi suscité la fabrication de ce très beau catalogue d'expositions dont vous voyez ici la couverture. Et j'ai pu mesurer pendant mon séjour à quel point Tom of Finland, évidemment, était maintenant entré complètement dans le patrimoine de son pays de naissance, dans la mesure où l'hôtel où l'université d'Helsinki logeait les conférenciers avait à sa réception la présentation d'objets Tom of Finland, et je me suis amusé à voir ces objets dans la mesure où cet hôtel en question, avec lequel manifestement l'université d'Helsinki travaille beaucoup, est un hôtel qui est tenu par l'Association internationale des femmes catholiques. Je me suis beaucoup amusé comme vous en découvrant cette particularité.
Alors, qui dit Tom, évidemment, dit vénération pour lui et vénération pour son art. Cela dit aussi collection. Voici des pages d'ouverture qui sont prises dans le grand album des éditions Taschen, ont consacré à Tom of Finland en 1998. Alors, ce qui est un peu particulier dans cet album, c'est que vous avez des points d'interrogation et un point d'exclamation dans la partie gauche de ce que vous voyez là, et puis deux lettres qui pourraient être un T et un U. Eh bien, il se trouve que ces mentions sont de la main du célèbre dessinateur alsacien Tommy Ungerer, qui manifestement s'intéressait à Tom, puisque je suis l'heureux propriétaire de ce volume qui m'a été offert il y a 2-3 décennies par Tommy, qui, vous le savez, et je vois les sourires qui apparaissent ici, était un personnage hors du commun et un personnage qui était tout sauf un conformiste. Alors, cette entrée en matière nous permet de voir que Tom, évidemment, aujourd'hui, plus que jamais, est très très présent. En 2017, la Finlande, son pays natal, a émis une série de timbres poste, dont voici l'un d'entre eux sur l'écran. Il y a eu évidemment ce biopic, cette biographie filmée de Tom of Finland qu'on a eu l'occasion de voir ces dernières années, qu'on peut toujours voir en particulier sous forme de DVD. Et puis, quand on avance un petit peu, on découvre que toutes sortes d'objets familiers sont des objets Tom. Alors bon, ça évidemment, ce sont des t-shirts déjà des collectors, hein, qui sont des pièces de Tom Salon. Et puis, il y a évidemment des objets qui sont utiles dans la vie quotidienne. Voilà par exemple un très joli sac dont la reproduction a été transmise par Logan. Voilà aussi une belle couette et une jolie thé d'oreiller fabriquée en Finlande, puisque les Finlandais sont tout à fait industrieux et tirent tout le profit économique possible de la présence de Tom dans leur pays. Ça aussi, c'est un document que Logan m'a transmis. Et puis, j'ai un ami qui m'a transmis aussi ce blue jean, qui aussi est tout à fait intéressant et tout à fait créatif. Et en ce début d'année 2024, bien évidemment, il y a eu l'apparition, comme chaque année, du calendrier Tom of Finland, qui permet de marquer le déroulement de l'année, des rendez-vous, toutes sortes d'occupations, et aussi un grand moment de joie, de rassemblement et d'allégresse grâce au même calendrier. Toujours dans les questions de l'art de vivre actuel, bon, il y a évidemment le parfum Tom Finland. Il y a aussi, si on reste du côté du liquide, il y a aussi la vodka. Bon, c'est logique. La boisson conviviale, la boisson de la Finlande, et évidemment, une fois de plus, une activité économique, bien entendu, qui s'appuie sur la notoriété d'un artiste. Et l'entreprise qui vend cette fameuse vodka soutient la création artistique, et en particulier la création photographique, grâce à un concours de photographie qui se déroule très régulièrement. Et ce concours, évidemment, permet de soutenir et surtout de récompenser des œuvres d'art comme celle-ci. C'est du grand travail de photo, c'est du grand travail esthétique, c'est aussi du grand travail érotique. Enfin, je trouve personnellement cette photo quelque chose d'absolument magnifique. Alors maintenant, pour être dans un cadre un peu, entre guillemets, n'ayez pas peur, hein, un peu académique, un peu universitaire, je vais faire rapidement deux parties, une partie finlandaise et puis ensuite une partie américaine. Alors, la partie finlandaise. Donc, la Finlande, on le sait, c'est le pays natal de Tom, qui s'appelait, pour l'état civil de son pays, Tukku Laaksonen, un vrai nom finlandais, et il est né en 1920 en Finlande, pays du nord de l'Europe, que vous voyez ici marqué en rouge sur cette carte. La Finlande est une nation qui a un côté indéniablement séducteur, mais en même temps austère.
l'hiver, évidemment, est très long et très très froid. L'été est très court, mais aussi très long en ce qui concerne la durée de la journée. Et c'est un pays qui est connu en particulier pour une profusion de lacs, puisque les géographes nous enseignent qu'il y aurait 18 000 lacs en Finlande. Par contre, il y a un autre aspect fondamental contre lequel, évidemment, dans son développement personnel, Tom a dû se battre très tôt, c'est une société finlandaise extrêmement puritaine, dominée par une conception très très rigoureuse du protestantisme et dominée par un protestantisme qui a des courants piétistes, donc très très pieux, comme le montre cette peinture qui est exposée au musée des Beaux-Arts d'Helsinki et qui montre une assemblée de dames qui manifestement ne sont pas réunies pour plaisanter et encore moins pour rire. Alors, comme Tom est né en 1920, évidemment, en 1939, au moment du début de la Deuxième Guerre mondiale, il s'est trouvé enrôlé dans l'armée de son pays. Je ne suis pas là pour faire un cours sur l'histoire de la Finlande au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Je rappellerai ou j'indiquerai simplement que, dans un premier temps, la Finlande avait une attitude que je qualifierais d'assez ouverte à l'égard de l'Allemagne nazie. Et puis ensuite, la Finlande est passée de l'autre côté, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle s'est rapprochée de son voisin le plus proche, de son voisin de l'Est, c'est-à-dire l'Union soviétique. Je vous signale que la Finlande aujourd'hui a une frontière avec la Fédération de Russie qui est longue de 1800 km. Ça n'est pas. Et donc, Tom, enrôlé dans l'armée, est combattant, il va devenir sous-officier, et aussi il va se trouver d'abord avec les ennemis allemands et ensuite avec les soldats de l'armée rouge. Il va se trouver évidemment intéressé et attiré par des hommes qui luttent évidemment dans les forêts de Finlande pendant l'hiver, mais qui, à d'autres moments, quand il fait meilleur, ont une attitude déjà plus attractive. Et voici par exemple un dessin de jeunesse qu'il fait après avoir manifestement, comme il le racontera par la suite, passé un certain nombre de temps dans des lieux de rencontre, dans des parcs, en particulier dans des parcs d'Helsinki, où, indépendamment de la guerre, on travaillait la nuit à une forme de rapprochement et d'amitié, rapprochement corporel d'abord, et aussi d'amitié au sens platonicien du terme, entre les peuples. Ceci dit, l'homosexualité à ce moment-là en Finlande, je pense évidemment en particulier aux années immédiates d'après-guerre, c'est-à-dire quand la Finlande d'abord va se demander ce qu'elle va devenir, parce que comme l'Autriche, la Finlande sera dans une attitude d'hésitation. Est-ce qu'elle sera annexée par l'Union soviétique ou bien est-ce qu'elle retrouvera son indépendance et sa souveraineté? Donc à ce moment-là, en Finlande, évidemment, j'ai parlé de ce protestantisme, on est très précautionneux, notamment en matière de vie sexuelle et de liberté publique. Et par voie de conséquence, à ce moment-là, l'homosexualité en Finlande est toujours légalement répréhensible. L'homosexualité en Finlande est répréhensible entre 1894, c'est-à-dire quand la Finlande faisait partie de l'Empire russe, l'Empire de Romanov, et elle va rester pénalement répréhensible jusqu'en 1971, pardon. C'est long. Et en 1971, la loi finlandaise s'assumera, mais interdira néanmoins, encore à ce moment-là, de faire entre guillemets la promotion de l'homosexualité. Autrement dit, Tom of Finland, on se trouve évidemment dans un cadre très très contraignant et dans un cadre qui n'est pas facile aussi parce que sa vie matérielle est toute sauf aisée. Il va, tout en dessinant, faire des études supérieures de musique à la très prestigieuse Académie Sibelius d'Helsinki. Donc l'Académie Sibelius d'Helsinki, aujourd'hui encore, est un des plus grands conservatoires de musique dans le monde. Donc il est reçu, il entre à l'Académie Sibelius d'Helsinki, où il
il étudie le piano, donc forcément à un niveau très très élevé, mais il va voir que son avenir n'est pas dans le métier de pianiste. Cependant, pour gagner son existence, eh bien, il va jouer du piano dans des bars hôtels et aussi dans des boîtes de nuit, dans des endroits où il peut y avoir des pianos. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que la présence du piano chez Pavlov Finlande apparaît dans plusieurs de ses dessins, bien sûr, mais elle est aussi présente dans deux œuvres de Logan, qui est parmi nous aujourd'hui. Donc, il y a Gabriel with a Black Rose, donc Gabriel avec une rose noire, et puis aussi de Little Cabinet, donc le cabinet de cuir. Ensuite, Tom va devenir le directeur d'une agence de publicité, puisqu'il est dessinateur, puisqu'il est graphiste, et il va mener à Helsinki une vie que je peux qualifier de mondaine. Vous voyez ici dans une soirée avec des dames, donc il est apparemment tout à fait intégré dans la vie sociale de la capitale de son pays. Mais il fait ça aussi, ses apparitions avec toutes sortes de dames plus ou moins mondaines, des cocktails, pour donner le change, puisqu'il a syndiqué, et il partage la vie d'un danseur, avec lequel d'ailleurs il va vivre pendant 28 ans. Et toujours pour donner le change, il va constituer une espèce de, je peux qualifier ça peut-être de ménage à trois, lui, son amant et sa sœur, donc la sœur de Tom. Hein. Et peut-être y a-t-il une trace comme ça, humoristique, parce qu'il a beaucoup d'humour et coquine, de cette situation tout à fait particulière, puisque on voit qu'indépendamment de l'intérêt que cette dame qui est à gauche a à regarder un film, on voit que les deux Lascars qui sont là, eux, ont manifestement des centres d'intérêt dont on peut dire qu'ils sont, on va dire, tout à fait concrets. Alors, il fréquente aussi à ce moment-là un monde qui est celui de la culture, pas encore de la haute couture, mais tout cela aura par la suite, évidemment, au point de vue esthétique du vêtement des conséquences, et on le voit ici, en sautant un tout petit peu du coq à l'âne, dans la manière dont l'architecte d'intérieur américain Peter Marino s'habille quand il vient ici compagnie à Karl Lagerfeld. Alors, dans la Finlande des années 50, des années 60, évidemment, la photo érotique est interdite par la loi, et donc Tom va être amené à installer chez lui une chambre noire afin de pouvoir développer ses photos, puisqu'il fait de la photo, et la photo lui sert aussi pour être une base pour ses dessins, et donc pour l'autre partie essentielle de sa création artistique. Et c'est dans cette période-là qu'il va commencer à avoir des commandes qui sont passées ici et là par des publications, et tout ça, bien sûr, vu le contexte de l'époque, se déroule dans un cadre, évidemment, qui n'est pas du tout légal. Hein. Tout ça se déroule forcément sous le manteau. Et on fait d'autant plus attention que les postes finlandaises, l'administration finlandaise des postes, a le droit d'ouvrir des enveloppes dont le contenu pourrait lui paraître suspect. Et donc, il y a dans la diffusion et dans la circulation de ces dessins, dans la diffusion et la circulation des premiers magazines auxquels il collabore, un côté manifestement subversif. La subversion étant en particulier par 1, 2, 3, 4, ces 5 jeunes gens qui sont en train d'admirer un chef-d'œuvre de la nature. Alors, j'ai dû recourir à un système de traduction pour aller du finlandais vers le français, puisque les gens d'origine sont en finlandais. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Laisse-moi la toucher. Quelle belle queue. Elle est aussi belle que le cap. Donc, voilà ce qui circule à ce moment-là, plus ou moins sous le manteau. Et puis arrive à la fin des années 1950
un événement important, puisque à cause des efforts que déploie Tom va enfin pouvoir être publié aux États-Unis, et en particulier par la fameuse, enfin elle est devenue fameuse par la suite, par la fameuse revue américaine Physics Pictorial, qui à ce moment-là est déjà donc un beefcake très connu. Et voici donc ici la reproduction de la première image publiée en couverture à partir qui reproduit un dessin de Tom, donc en 1957 par Beefcake. Et il va, comme vous le savez, évidemment, continuer à travailler de plus en plus avec cette revue, avec d'autres revues américaines. J'insiste maintenant, une fois de plus, pour insister sur le point qu'on est toujours dans la subversion, puisque dans les petites villes américaines, les propriétaires des drugstores, donc des endroits où on trouvait tout pour faire ses courses, refusaient évidemment de mettre à l'étalage des publications comme celle-ci. Cela exprimait bien entendu une partie préoccupante de l'âme américaine. Je dis bien une partie, parce qu'on ne peut pas réduire l'Amérique à des schémas extrêmement simples, mais je parle ici, bien entendu, du puritanisme américain. On est à la fin des années 50, on est, grosso modo, 15 ans après la période d'hystérie puritaine qui a été marquée par ce qu'on appelle le mark-cartisme, c'est-à-dire par la chasse aux sorcières de gauche, libre, moderne, menée par une commission parlementaire américaine que dirigeait le sénateur Mark McCarthy, d'où le terme de McCarthyisme. Et pourtant, dans le monde hétérosexuel, à ce moment-là, il y a déjà des personnalités qui vont être appelées à une notoriété considérable dans le domaine de la littérature, et qui déjà, elles aussi, sont comme Tom et ses amis, entre guillemets, déviantes, pour utiliser le vocabulaire de leurs ennemis. Et je démontre ici, évidemment, le très grand romancier américain Philip Roth, qui, lui, dans l'hétérosexualité, avait, on va dire, une intensité de rencontres et de commerce sexuel, pour parler du XVIIe siècle, qui, évidemment, scandalisait une partie de son lectorat et qui lui a valu, évidemment, des soucis non négligeables. En tout cas, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que Tom, progressivement, alors qu'il est encore en Finlande, est en train de gagner ce qu'on peut appeler une part de marché dans le monde anglo-saxon, dans le monde culturel anglo-saxon et dans le monde artistique anglo-saxon. Je le vois aussi en raison du succès qu'il a à Hambourg. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu me parles de Hambourg alors que Hambourg est une ville allemande? Je parle de Hambourg parce que vous savez bien, Hambourg c'est un port, et que la culture de Hambourg évidemment passe par la rencontre, à cause du port, de gens qui ont toutes sortes d'origines. Et on sait bien, pour être allé à Hambourg, que quand on se promène dans cette ville, on constate que l'architecture d'Hambourg est une architecture qu'on va retrouver ensuite aux États-Unis. Donc on est déjà globalement dans un moule qu'on peut qualifier d'anglo-saxon. Mais grâce à ce que je viens de dire, et grâce à l'image de Philippe Roth, nous entrons maintenant aux États-Unis. Et évidemment, ça c'est lié à l'époque, c'est un phénomène de génération. Tom va, comme nombre d'autres personnes au cinéma, il voit notamment à la fin des années 50 et au début des années 60 des figures de motards qui sont extrêmement attractives, incarnées aussi au cinéma par Marlon Brando et par d'autres. Et par voie de conséquence, cela va l'amener, bien entendu, à toute cette production qui va trouver un écho très grand parmi le monde gay américain, et parmi un monde gay américain, c'est une tautologie qui est déjà un monde gay cuir. On le voit ici avec la photo de ce motard, qui n'est autre qu'un médecin, un neurologue, qui va avoir une célébrité mondiale, c'est Oliver Sacks.
qui, à ce moment-là, fréquente ces milieux et s'affirme. Et ces milieux se réunissent évidemment au travers, bien sûr, de ce qui est un moyen de se protéger à cause de l'esprit puritain, puisque ce sont les fameux clubs de motards. Donc, voilà ce que l'on peut dire. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps ou pas? Combien? 10. Bon, d'accord. Alors, n'oublions pas que cette affirmation, hein, qui est déjà, de mon point de vue, une intégration au combat pour les droits civiques, parce que je pense qu'on doit définir ça de façon très très large, cette intégration va passer aussi par le fait que Tom va être témoin, notamment en 1969, des émeutes de Stonewall, et qu'il va, au fur et à mesure de ses séjours aux États-Unis, qui à partir de 1978 seront fréquents, et qui ensuite seront suivis par son installation en Californie, il va donc être sensible à tous les combats liés aux droits civiques, et en particulier, ça c'est un sujet qui est assez peu connu, il va s'intéresser au célèbre transsexuel Marsha P. Johnson, qui ici est représenté à gauche sous forme de photo, mais à droite qui est représenté par l'image qu'a réalisée Andy Warhol à partir de la même photo. Et Tom va observer avec intérêt aussi le développement parmi la jeunesse de combats pour les droits aujourd'hui appelés LGBT+, en particulier avec Carl Whitman, que nous voyons ici, et puis aussi avec, en 1972, et ça je trouve c'est fort intéressant, les deux premiers conseillers municipaux américains ouvertement homosexuels, Nancy Wexler, qui est ici à droite, et Jerry DeGreek, à gauche, qui vont être élus dans une ville du Michigan qui s'appelle Ann Arbor. Alors ça, évidemment, ça fait plaisir, c'est positif, mais n'oublions pas non plus que, hélas, toujours au même moment, le monstre homophobe est toujours là, et il va y avoir, à la Nouvelle-Orléans, en 1978, un incendie criminel dans une boîte gay qui va susciter le décès de 32 personnes. Donc, une fois de plus, hélas, on est toujours dans l'avancée et puis aussi dans le recul au travers de comportements terrifiants. On est en 1978, c'est aussi en 1878 que le fameux Harvey Milk, adjoint au maire de la ville de San Francisco, va être malheureusement tué, et dans les conditions que l'on sait. Alors, nous continuons ce parcours, toujours en tenant compte, évidemment, de l'encadrement juridique sévère qui règne durant ces périodes aux États-Unis. On voit ici, par exemple, le verso d'une publication rassemblant des dessins de Tom, et on ne le voit pas évidemment de façon très précise sur l'écran parce qu'il ne faut pas être beaucoup plus proche. On voit que les acheteurs de ce volume doivent impérativement prouver, quand ils achètent ce volume, qu'ils ont 21 ans. Et évidemment, si je montre ces documents, c'est qu'on mesure d'une façon très claire le chemin qui a été parcouru depuis. Hein, c'est tout à fait manifeste. Et on ne peut pas oublier ces interdictions, ces règles extrêmement contraignantes, même si bientôt, évidemment, avec cette image, par exemple, de la Prague de San Francisco en 1899, on avance vers plus de liberté. Il faut savoir que Tom était un homme qui adorait évidemment les différentes formes du contact, en particulier le contact avec d'autres artistes, ce qui vaut que le grand photographe américain Robert Mapplethorpe va faire le portrait de Tom, que nous voyons ici. Les deux étaient liés par une véritable amitié, et évidemment, à titre de revanche, Tom va faire ce dessin, ce portrait de Robert
lorsqu'ils vont se rencontrer en 1978 à Helsinki. Et parmi tous ces artistes qui sont des créateurs, des artistes, mais aussi évidemment des militants, autour de Tom, il y a le dessinateur Étienne, hein, que nous voyons ici, qui est d'ailleurs à côté de Dirk Denner, parce que celui que l'on voit à l'extrême droite du cliché, c'est Dirk Denner. Et donc, pendant que Tom crée, Étienne crée aussi. Et voici, par exemple, deux réalisations fameuses d'Étienne. Il y a d'autres artistes durant la même période qui se font remarquer, en particulier Rex, dont nous voyons ici un travail. Il y a aussi Stuart Roving, dont nous voyons évidemment ici deux travaux. Et puis, il y a aussi Mike, dont nous voyons aussi un dessin. Ici, on touche aux années 70, au déroulement de la 7e décennie du XXe siècle, et on touche, hélas, au moment de l'apparition et hélas du développement du sida. Et on va voir ici à quel point Tom est militant, puisqu'il fait ici un dessin ayant pour but évidemment de recommander l'utilisation des préservatifs. Et il devient, durant cette période des années 70, il va devenir un notable, et il va devenir un notable dans le sens de l'inspiration qu'il suscite. J'en prends pour preuve ces portraits d'Arnold Schwarzenegger, qui n'est encore pas gouverneur de Californie, mais qui pose évidemment dans une esthétique, dans un cadre vraiment artistique, qui évoque évidemment, bien sûr, le monde du poil. Et de Tom. Le monde de Tom aussi marque de plus en plus par les représentations, puisqu'on voit ici ce portrait de Freddie Mercury, dans une tenue évidemment qui est tout à fait caractéristique de cet environnement. Alors, n'oublions pas, parce que ça c'est l'histoire de l'humanité, l'histoire de la société, dans toute société, il y a des groupes qui avancent, c'est le cas ici, puis il y a des groupes qui reculent un petit peu ou qui sont stationnaires. Et je m'amuse ici à rappeler que face à toute cette effervescence, il y a évidemment, parmi les écrivains américains, pourtant des écrivains intéressants et importants, reconnus, des figures qui n'admettent pas du tout le monde de Tom. Je pense ici à Laurie Vidal, qui est très strict, qui a une attitude presque puritaine par rapport à ce développement. Je pense aussi à Edmund White, qui lui pourtant est moins catégorique, et qui préfère écrire un livre considérable sur Marcel Proust plutôt que d'observer le développement du monde LGBT aux États-Unis, à New York, en Californie et ailleurs. Et le seul qui fait, si je peux m'exprimer ainsi, la jonction, c'est Armistice Maupin, puisque les chroniques de San Francisco, vous connaissez bien, vont à la rencontre de tous ces univers. Et Maupin, vous savez, évidemment, soutient les combats pour les droits civiques, comme dans le domaine de la musique populaire, ce qui aura que Bruce Springsteen aussi va soutenir le combat pour les droits civiques. Et j'en termine en disant que ce combat pour les droits civiques passe aussi, évidemment, par la reconnaissance de la lutte tout à fait légitime des Afro-Américains. Et j'observe avec beaucoup de satisfaction que l'année dernière, en 2023, un des artistes en résidence de la Fondation Tom en Finlande, à Los Angeles, a été Donald Shorter, donc, qui est un Afro-Américain. Évidemment, cette orientation montre et prouve que Tom of Finland, en son temps, était déjà tout à fait intéressé par ces combats, évidemment, qui sont des combats qui concernent l'humanité, que ce soit la couleur de peau et tout le reste, ça signifie encore quelque chose. Et on voit bien que cette ouverture se retrouve dans ce travail-là de Tom, par exemple, ou encore dans ce travail que je perçois, ça va
vous amuser, c'est de l'humour, mais enfin comme une représentation érotique symbolique de ce que devrait être la société américaine. C'est mon point de vue. Et donc, on est bien sûr dans la tradition de Martin Luther King, et on est aussi dans la tradition de celui qui était le conseiller très proche de Martin Luther King, c'est-à-dire Bayard Rustin, que nous voyons ici, donc en train de deliver a speech, donc en train de tenir un discours donc, pendant une manifestation pour les droits civiques. Toutes dernières images, et je termine. Voici Marc Martin, photographe français, qui lui aussi a été présenté très récemment à la Fondation Tom of Finland. Et puis aussi, voici quelqu'un dont on regrette qu'il n'ait pas rencontré Tom of Finland, c'est le grand peintre irlandais Francis Bacon, parce que moi je pense que la rencontre entre les deux aurait pu avoir des conséquences absolument passionnantes en matière de création artistique. Je termine pour de bon en citant ce bon mot de Tom of Finland en 1988. Alors, c'est un mot œcuménique. Là, je suis là pour éduquer les hétéros. Merci. Merci Philippe. Maintenant la parole est à Paul. À Paul, voilà. C'est parti. C'est le jeu des chefs musicales. Bon, alors, qui suis-je? Alors, je me nomme Paul Fraser, ou Paul Ruvor Fraser, avec mon petit nom au milieu. Mais bon, plutôt que de mettre Paul Ruvor Fraser et être fâché à chaque fois que l'on écorche mon nom gaélique, je me suis fait appeler Paul of Scotland, aussi en honneur à Tom of Finland. Parce que Tukko Laaksonen, je ne sais pas si on prononce comme ça en finlandais, je comprends que Tukko ait été très fatigué de reprendre les gens et aussi peut-être se choisir un nom de scène. Alors, j'ai 52 ans, ce qui à l'envers fait 25 ans. Je suis né au Portugal en 1971, dans une famille nombreuse. J'ai 4 frères, pas de sœurs. Comme je disais à maman, maman, sois content que je sois gay, je serai le seul à te ramener un beau-fils. Et donc voilà, je suis le 3e sur 5 enfants. Je n'ai pas été le plus méchant, je n'ai pas été le plus gentil, donc on va dire que... Mais j'étais certainement quelqu'un de très réservé et disons que mon orientation sexuelle me mettait de facto à l'extérieur des jeux de mes frères aînés et me mettait aussi un petit peu à la recherche de mon identité. Donc tout ça fait que un gay, à mon époque, dans les années 80-90, fait que c'est très compliqué. Ça l'était davantage pour mes aînés de la décennie précédente, mais ça l'était encore toujours pour moi, parce que c'est en 1982, je pense, Philippe,
en 82 en France, puisque j'ai été élevé en France, qu'en France, l'homosexualité a été décriminalisée en 82. 80. Ce n'était plus une maladie. Voilà, ce n'était plus une maladie. C'est grâce à Freud d'ailleurs qu'on voit pas. Voilà. Donc, ça restait très compliqué pour moi. Mes études, ça a été l'administratif, hein, dans un premier temps, secrétaire, homme secrétaire, vous voyez le cliché. Et puis ensuite, je suis parti vivre pendant 3 ans aux Pays-Bas, où j'ai travaillé chez Rob. Parallèlement, j'ai travaillé à Lagos. Certains peut-être se souviennent de moi. Je vous jure, c'est pas moi qui ai foutu le feu. Hein. Et donc, entre-temps, je suis revenu où j'avais entrepris des études en candidat libre à l'école du Louvre, en histoire de l'art. Après cela, j'ai été employé par le musée du Quai Branly en tant que guide et agent d'accueil. C'est à ce moment-là que je faisais des recherches en fait sur ma généalogie. Et donc, je suis arrivé en Écosse il y a à peu près 15 ans. Une première fois, je suis arrivé à Édimbourg, où j'ai fait un week-end, à peu près pour avoir mes repères. Le mois d'après, je suis resté 1 semaine. Le mois d'après, c'était mes congés annuels. J'étais toujours au musée du Quai Branly. Et à la fin de cette année-là, de ce mois de vacances, j'appelle le musée du Quai Branly et je leur dis « Gardez votre boulot pourri, je reste ici. » En gros, parce que nous étions prestataires de service. Donc, pas très trilingue, payé un peu plus du SMIC, ça va. Et puis, donc, arrivé là-bas, je suis devenu guide-interprète, que j'ai pendant très longtemps gardé comme métier. Ce qui me plaisait dans ce boulot, c'est que j'étais tout en kilt. Et de manière très sympa, le soir, je faisais des ghost tours, des tours fantômes. Donc, on imagine très bien les guides tout en cuir noir, avec les longs manteaux. Voilà. Donc, je m'habillais pour faire mon métier, c'était très kiffant. Voilà. Et en même temps, bon, je faisais partager la culture écossaise que j'avais appris à connaître et dans laquelle je me suis vautré. Donc, si vous allez en Écosse, appelez-moi, il n'y a pas de souci, je vous ferai connaître mon Écosse, et celle de l'esprit et celle du cœur. Ensuite est arrivée l'époque du Covid. Deux choix s'offraient à moi, avec tout ce que l'on entendait sur Internet. C'est des gens que l'on pensait, on va dire, très intelligents, tout d'un coup tombent dans les conspirations les plus folles. Je suis toujours suivi par une psychiatre qui essaie on va dire, de me sauver d'une mauvaise rencontre que j'ai eue pendant que j'étais adolescent. Ça continue à travailler un petit peu, mais bon. Donc elle me dit, qu'est-ce que vous aimez faire? Moi j'adore dessiner. Bah écoutez, dessiner. Donc le choix c'était soit filer des baffes, soit me mettre à dessiner. Donc je me suis remis à dessiner plus régulièrement. Entre-temps, je parlais avec Doug Denner, qui surveillait un petit peu du coin de l'œil mon progrès, et qui, je ne l'avais pas encore rencontré à l'époque. Hein. Donc on parlait régulièrement par visio chat. Ça aussi, c'est une super invention. Et il m'a donné un très bon conseil, s'il y a des amis artistes non déclarés dans la salle, je vous donnerai le même conseil, mais faites comme si c'était Doug qui vous le donnait. Dessinez
tous les jours au moins 1 heure. Arrangez-vous votre havre de paix, dessinez, si vous êtes comme moi autodidacte, dessinez, vous verrez votre style changer pour le mieux. C'est comme pour le travail, si vous aimez faire un travail, vous faites votre travail pour parfaire, vous faites un petit peu tous les jours, et surtout vous ne faites pas comme moi un break de 5 ans, après que je sois revenu des Pays-Bas. Dessinez tous les jours, c'est la clé du secret. Donc, ensuite, je me suis mis à dessiner. J'ai été inspiré par énormément d'artistes photographes qui, comme moi, comprennent le noir et blanc, puisque, pour moi, pendant très longtemps, je dessinais sur des feuilles blanches. Et je n'étais jamais satisfait du noir, des dessins. Et donc, c'est en lisant au hasard la vie et les pensées de Léonard de Vinci, qui disait cette phrase absolument vraie: chaque artiste devrait commencer sa peinture sur un canevas avec un fond noir. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, dit-il, parce que dans la nature, tout est noir avant que la lumière ne vienne le révéler. Donc, il y a des dessins qui tombent. Et donc, parmi ces artistes photographes qui m'ont inspiré, vous voyez ici Mike Ruiz, qui est un modèle qui a fait plusieurs, qui était très souvent devant la caméra, qui est un beau garçon. Et donc, il a fait en fait un autoportrait avec lui tout nu. Et pour moi, c'est le mec qui est vraiment beau comme un dieu. Donc, je l'ai imaginé en transposant sa photo comme la naissance d'Hélios, ou la naissance du dieu soleil. Voilà. Donc ici. Et ensuite, ici, vous voyez mon premier dessin qui date de 2001, qui est en fait une photo noir et blanc avec un clair-obscur absolument magnifique. Et c'est au vu de ce dessin qu'une amie à moi m'a dit: mais Paul, mais c'est absolument formidable ce que tu fais sur papier noir, tu devrais continuer. Et donc, on a toujours autour de nous quelqu'un qui nous inspire. Et en cela, Lorena, elle se reconnaîtra certainement lors du live sur YouTube que je publie. Mais il y a aussi donc Duff Denner qui est pour vraiment une plus grande partie mon inspiration. Et évidemment, ça fait partie des dessins à gagner. Ceci est mon deuxième essai sur fond noir. On ne dirait pas, il est tout autour du personnage, donc c'est un nu. J'aimais beaucoup sur cette peau couleur ébène, les reflets un petit peu cuir que cela peut donner. Et tout autour, c'est un crayon argenté qui donne ce côté très très blanc. D'autres artistes qui m'ont inspiré, c'est une certaine Madame Dumas. Je ne me souviens plus du prénom. C'est pas Mireille. C'est Nathalie Dumas, voilà, merci. Qui, elle aussi, a vraiment compris la profondeur du noir et qui tout à son honneur, qui a compris aussi la mentalité cuir gay. Alors ça, c'est incroyable. Quand j'ai vu ces dessins, on aurait très bien pu avoir le plus ferré d'entre nous prendre les photos, mais elle a compris la communauté gay. Et c'est en cela c'est ce qui me fait dire qu'on a vivre entre nous, c'est très bien,
mais avoir des alliés très forts, très talentueux, c'est encore mieux. Voilà. Alors il y a évidemment les figures que l'on voit, on va dire tous les jours dans nos clubs, dans nos grands week-ends, dans nos grandes messes, si j'ose dire. Des gens qui, comme cette personne ici, je ne dirai pas son nom parce que je ne sais pas si j'ai trop l'autorisation, et Monsieur King, Joe King, que j'ai imaginé gardant la porte des enfers. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette extrapolation des gens. Encore aujourd'hui, je suis attiré par certaines photos que l'on trouve sur Internet, voilà, comme celle-ci. Et puis, Monsieur Cuir Italie, vous reconnaissez? Et Fabio, Mister Leather Italy 2012, merci. Je suis très fâché avec les dates. Voilà, donc d'autres photos que j'ai eues au fur et à mesure des profils de nos amis gays, d'autres photos de personnes qui ne sont pas photographes, mais qui ont un œil malgré tout. Hein, et en cela, les reconnaître. Bon, ici, vous reconnaissez notre ami Doc, dans son superbe Langlix et ses pantalons officiers. Une nature morte avec ma casquette, mes gants et le foulard Tom, toujours en honneur à Tom of Finland et notre culture. Parce qu'on parle de culture gay, mais on peut parler de culture cuir aussi. Hein. C'est vraiment une culture à part entière. Alors ça c'est une photo encore que j'ai vue sur Internet, et j'ai ajouté des lauriers autour de la casquette supérieure. C'est en fait une couronne de laurier que j'ai vue en argent, que j'ai vue au musée de la Légion d'honneur. Donc, je me suis dit, allez, une nature morte que j'appellerais Triumvirat. Ouais. Donc, parmi tous les portraits que vous pouvez voir, hein, c'est plus qu'un portrait, ce sont des icônes pour moi. Pour moi, ce sont des gens que je croise, que j'adule, hein, en tant qu'artiste soumis, entre guillemets. Pour moi, dessiner, c'est l'expression, mais c'est aussi marquer une sorte d'intemporalité dans notre culture. Voilà, c'est un petit peu... c'est peut-être un petit peu... certaines personnes vont penser que c'est sacrilège du fait que je m'érige en tant qu'iconographe, mais c'est ça. C'est ça, je veux dire, quelle meilleure chose que de dessiner son maître avec les yeux d'un homme qui révère son maître. Hein. La seule différence, c'est que ton Dieu, tu peux le toucher. Voilà. Et quand il n'est pas content, il t'en colle une. Tu ne te demandes pas si tu fais bien, si tu fais mal, tu le sais tout de suite. D'autres, voilà. Alors, je m'amuse à dessiner énormément de matière. Vous voyez ici le latex. Hein. Alors, tout ça, c'est de l'apprentissage. Au fur et à mesure que je fais un dessin, j'apprends à essayer de rendre la matière au mieux. Donc, encore une photo sur Internet, un manadier. Je suis cavalier, donc dessiner un cheval, pour moi, c'était un petit peu le summum.
Et Thorsen, alors lui, pareil, il fait un boulot absolument époustouflant dans la communauté. Et donc j'ai voulu lui rendre hommage en le dessinant avec le t-shirt Pride. Parce que c'est vraiment, avec honneur et fierté que l'on doit se porter, se poser et se porter les uns les autres, puisque si on pense que l'on est à l'abri d'un pas en arrière, mais on voit ce qui se passe aux États-Unis, on voit ce qui se passe avec le droit des transgenres qui est bafoué en ce moment au Royaume-Uni, hein, avec une loi, on va dire, de reconnaissance plus ouverte de nos frères et sœurs transgenres. Là aussi, il faut savoir tendre la main aux autres catégories de notre communauté, parce que on s'attaque, c'est un petit peu comme la lettre du pasteur, hein. On s'est attaqué aux transgenres, je n'étais pas transgenre, je n'ai rien dit. On s'est attaqué aux non-binaires, mais je ne suis pas non-binaire, donc je n'ai rien dit. Voilà, c'est un petit peu ça. Et c'est lorsque l'on arrive à se bafouer, à ce que l'on pointe, on te pointe toi du doigt, il n'y a plus personne pour te défendre. Il faut faire très attention à cela. Donc alors j'aime beaucoup extrapoler les photos que je vois et voir au-delà de la photo. Ben, ce jeune homme qui vit dans le sud de la France, eh bien, je l'ai tout de suite imaginé avec des cornes. Mais le côté un petit peu diabolique, mais sexuel. Hein. Je ne ferai pas de thèse là-dessus non plus. Alors, d'autres exercices que je fais aussi, c'est là-dessus avec une certaine profondeur. J'aime beaucoup ça. Donc là encore, inspiré par des photos qu'a fait Mike Ruiz, je vous invite aussi à aller voir sur sa page Instagram. Il a fait tout un catalogue avec des hommes cuirs. Et vous verrez certainement des photos de lui en perfecto et en murcap. Ça vaut le détour. Voilà. Donc, en tant qu'artiste à mon niveau, hein, comme vieil artiste, on va dire, mon rôle, c'est d'être témoin de notre présent, mais c'est aussi être aide à nos artistes les plus jeunes aussi, qui vont être là. On va dire, bien après nous, et les aider. Et vous, en tant qu'admirateur des arts, c'est de nous aider, nous artistes, pendant qu'on est vivant, parce qu'une fois que je serai dans une urne, si vous aimez ou pas que vous achetiez mes œuvres, parce qu'elles auront augmenté de prix une fois que je serai disparu, ben j'en aurai rien à carrer. Donc, surtout, aider nos artistes quand ils sont vivants. Voilà. Alors, merci beaucoup, Paul, et Philippe, je ne t'avais pas remercié. Donc là, il y a deux possibilités. Il est 15h15, soit on fait la pause maintenant 10 minutes, ou on enquille avec Logan, et on fait la pause à 15h05. Ça permet de traiter le direct avec Logan. À vous de voir.
Soit on fait la pause maintenant, soit Logan et Dirk dans la pause. Vous décidez. Maintenant, Pause maintenant. Allez, donc 10 minutes par pause jusqu'à 30. S'il vous plaît. Et donc vous avez la tombola, la corbeille, etc. Et les toilettes. Sinon, ce serait là que je... Ouais. 40 personnes dans les sacs, et faites en vidéo qui vous regardez. C'est bien, c'est bien. Donc on relance la vidéo dans 10 minutes à peu près. J'ai eu un peu de mal à m'endormir, mais après j'adore.